la grossophobie. Je pense que c'est beaucoup lié au racisme. C'est aussi classiste. Là, des fois, la grosseur est associée à la pauvreté, la minceur est associée à la richesse. Ça, c'est dans les trucs qui m'ont fait le plus mal. Parce que je trouvais ça tellement violent, c'était combien tu me payes pour que je te fourre. La montée de la droite, où la femme est une femme docile, petite, qui prend pas de place. Un homme, c'est un homme fort, sportif, pourvoyeur. J'ai pas eu beaucoup de commentaires haineux sur les réseaux sociaux dans ma vie, mais à chaque fois que j'en ai eu, c'était beaucoup des gym bros qui débarquaient dans les messages pour être fâchés que j'existe. Pour moi, le plus gros problème avec la santé, c'est qu'on confond beaucoup la santé et l'apparence de la santé. Quand on voit une personne grosse, on a l'impression qu'elle est au plus bas de sa vie constamment. Quand les gens voient des personnes grosses, ils ont l'impression qu'on n'a jamais été au gym de notre vie, qu'on n'a jamais vu un légume de notre vie. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. On est ready? Ça se passe? Oui. Salut Julie. Allô. Bienvenue. Merci. Julie que j'ai rencontrée en vrai à la soirée dont nous ne devons pas prononcer le nom, Notre Girls Club secret. mais que je n'ai pas reconnue du tout. Oui, parce que j'avais pas mes lunettes. Donc, comme dans un film des années 90. C'était genre Clark Kent, il enlève ses lunettes, genre, je suis rendue Superman. Ouais. Change ton toupette de place. Je suis Mais bon. une reine du déguisement. Oui, exactement. Oui. Avant qu'on commence avec le sujet d'aujourd'hui, qui est un sujet qu'on avait vraiment hâte de parler, la gang, on s'est préparé trop de questions, mais ça va être le meilleur épisode de votre semaine, voire de votre mois, quoi. Oui. On commence toujours avec des questions en rafale. Fait comme Marie-Lou dit. Les questions rapides, réponses rapides. Parfait. T'es prête? Oui. Je commence. On te donne un budget illimité pour voyager dans un pays de ton choix. Où pars-tu? Ah mon Dieu, je m'en vais en Italie manger des pâtes. Oui. C'est juste ça que je fais. Parfait. C'est ça que je veux faire et c'est ça. Moi, mon rêve, c'est d'être assez riche, OK, pour comme un jeudi après-midi, dire hey, demain, on va booker en Italie puis on revient dimanche juste pour être à Rome puis manger des pâtes. Ah mon Dieu, ben, ça serait aussi le double rêve, mais mon Dieu, Mais oui. je n'ai pas de l'argent. Voilà. Deuxième question. Dis-toi, ton impact environnemental, au moins, reste meilleur. Genre, petit week-end en Italie. Fait que là, tantôt, là, gang, Julie a dit, moi, là, j'ai poursuivi les questions aujourd'hui, mais je me suis préparé le nom de certaines femmes puis de livres. Roulement de tambour, deuxième question. Un livre que tout le monde devrait lire. Ben, j'y ai pensé, mais je me suis dit, je pense que les gens devraient lire l'œuvre de Julie Delporte, qui fait des romans graphiques, puis que j'aime vraiment beaucoup. C'est super beau, c'est super touchant, puis c'est vraiment une femme que j'aime beaucoup. Donc, je pense que les gens devraient lire du Julie Delporte. En Je ne général. connais Ouais. Moi non plus, mais tout c'est sûr que vous aimeriez ça. Génial. Sûr. Parfait. Ta commande préférée dans un café? Maintenant que je bois du décaféiné, je dirais qu'un bon déca latte, ça le fait. Sinon, un chai latte, c'est toujours quelque chose que j'aime. Mais avec quel lait? Je suis une femme de lait de vache. T'as le droit. Mais T'as le droit. OK, je l'ai trouvé le fun, cette petite question en rafale. Là, on l'a jamais posée, OK? Faut que tu unfollow tout le monde sur Instagram pour le restant de ta vie, sauf une personne. Wow! Elle est tough, hein? Hey, c'est vraiment une bonne question. Je sais pas qui Mais je sais pas moi non plus. Demande-moi-le pas. c'est. Je pense que c'est une question piège. Je pense que j'essaierai de me garder quelque chose qui me donne de l'information. Ah. Ouais, bonne réponse quand même. Mais quoi exactement, je pourrais pas choisir, mais j'essaierai de garder un média d'information, un de ceux qu'on a accès. Encore. Ouais. Ce serait ça. Mais Bon réflexe. je pense vite de même, là. Je pense que je dirais Léa Clermont-Dion. Moi, je dirais elle, le balado, là, mais... En tout cas. Julie, donc, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, ton nom de famille n'est pas D'Artachaud, mais bien Artachaud. J'ai su ça cette semaine. Mais ton handle Instagram, c'est Cœur d'Artachaud. C'est pour ça que je me suis trompée. Mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu voudrais te présenter? Qui est Julie? Oui, alors moi, je suis une photographe. Ça fait 20 ans que je fais ce métier-là. Mais dans les dernières années, j'ai comme plus de chapeaux qui se sont rajoutés sur ma tête. Donc, je fais de la photo. J'ai écrit un livre, grosse joie. Je fais de la création de contenu. J'ai aussi mis en scène et écrit un show de danse. Wow. Il y a 2 ans sur les violences sexuelles. Donc, c'est. Wow. Ouais. Je fais vraiment plusieurs choses. Dans le fond, la photo, c'est mon média principal. Mais il y a des trucs, des fois, que j'ai envie d'aborder. Puis que la photo, c'est pas le médium que
parfait pour ça. Donc, j'ouvre mes horizons, mais je suis vraiment plusieurs choses. Ça serait ça mon descriptif. T'es vraiment une artiste. Mais peu comment- importe le médium, Oui. c'est ça. Oui, multidisciplinaire, c'est vraiment ça. Mais de quoi ça fait 20 ans que tu fais de la photo? Oui, 20 ans. j'ai 42 ans. T'as 42 ans? Oui, Wow, t'es vraiment jeune. merci. Non, mais comme je pensais qu'on avait le même âge, je sais pas. De quoi t'as 42 ans? Je suis une fille de 83. Oui, j'ai fini j'ai fini mon école en photo à 22, là, vraiment jeune. Donc, Je vais être toi quand je suis grande. ben, Quand je vais être grande. Mais bon, tu vieillis en beauté, quoi. ben, merci beaucoup. Quand on s'est rencontrés, justement, à la soirée, j'étais allée te binge full après. Puis j'étais comme, je pense que j'aimerais ça qu'elle vienne au balado. Mais on avait déjà parlé un petit peu de grossophobie avec Rose Boucher. Puis là, après, tu m'as écrit, on dirait que tu as lu dans mes pensées. Puis j'étais comme, hey, you know what, fuck off. Je pense qu'on va avoir quand même du jus pour parler là-dessus. Puis comme on disait, on avait plus parlé avec Rose vraiment de grossophobie médicale et non de grossophobie à out large En dans la société. société. On se complète tellement aujourd'hui, hein? Oui. On ne demande pas une définition de dictionnaire, vraiment pas. Oui. Mais quelqu'un qui nous écoute, puis c'est la première fois qu'il ou elle entend le mot grossophobie, là, pour toi, c'est quoi ce terme? C'est quoi sa définition? Ben, en résumé, ça pourrait être l'ensemble des comportements puis des préjugés envers les personnes grosses. Après ça, c'est tentaculaire ou que ça va, mais le fondement, c'est ça. Puis ça vient d'où? Comme on sait-tu, ça vient d'où? Genre, c'est Le terme grossophobie, hein? Ou la grossophobie. Tu sais, parce que dans Ah. beaucoup de cultures, tu sais, moi, j'étais allée en Amérique latine, j'ai été pendant un bout en Équateur, puis je me suis fait dire, you need to eat more rice and beans. Comme, Ouais. tu sais, être mince n'est pas nécessairement valorisé dans d'autres cultures. Fait que pourquoi que dans l'Amérique du Nord, dans l'Occident, Ben, je pense que c'est beaucoup lié au racisme aussi, tu sais, en général. Tu sais, le fameux IMC que vous parlez tout le temps, ça reste quand même que c'est un homme blanc qui l'a déterminé. Donc, souvent, les corps racisés noirs, des fois, sont plus gros aussi. Donc, il y a une part de racisme là-dedans. C'est aussi classiste, là, tu sais. Des fois, la grosseur est associée à la pauvreté, la minceur est associée à la richesse. Mais, tu sais, ça fluctue beaucoup dépendamment de où est-ce que tu es dans le monde, puis où est-ce qu'on est aussi dans les époques. Mais... c'est ça, je pense. Ben, aussi, peut-être la guerre de toujours vouloir être plus supérieur à quelqu'un, puis tu trouves les motifs pour l'être. Là, donc, ma source est fort probablement peu crédible, mais il me semble que j'avais entendu beaucoup aussi dans le monde de la mode que c'était beaucoup plus facile d'habiller des top modèles qui étaient super minces parce que t'as pas besoin de t'adapter à leur courbe. Tu leur crisses un drap dessus, puis ça tombe comme ça tombe. Tu sais, Je sais pas si t'as déjà entendu ça. oui, absolument. Ben, cette idée qu'une femme est un cintre là, sur lequel tu mets un vêtement, ben, je pense que c'est sûr qu'en mode, il y a quand même beaucoup de grossophobie en général, mais c'est sûr qu'un corps, plus tu as des formes, plus c'est difficile à habiller parce que personne n'est fait pareil non plus, au niveau des fesses, des hanches, des seins. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que quelqu'un qui a un corps filiforme, c'est beaucoup plus facile à habiller. Ben, en tout cas, ça prend sûrement moins de travail et moins de patrons. Là. Ouais. Moi, je vais poser la question, genre, juste générale. Est-ce que notre société est grossophobe? Ah ben oui, à fond. Là. De quelle façon? Ben, Et voilà, le 1 heure d'épisode qui s'en vient. je pense que déjà, le fait qu'en ce moment, le retour à la minceur est comme une hyper grosse tendance, ça fait que le retour à la minceur fait qu'on veut pas du tout être gros ou on veut pas voir des personnes grosses, on veut pas voir de représentation de personnes grosses. Tu sais, la grossophobie, ça se met justement dans la grossophobie médicale, dans la discrimination, autant à l'emploi, autant dans la recherche de logement aussi, ça peut être perçu comme négatif parce que souvent la grosseur est associée à justement à pauvreté, paresse, manque d'hygiène, tout ça. Fait que c'est quelqu'un que tu n'as pas envie d'avoir comme locataire, entre guillemets. Après ça, de l'accessibilité à des lieux publics, dans les transports, dans les écoles aussi, à l'université. J'ai parlé du fait qu'il y a plein de salles d'université que les chaises sont attachées au bureau. Fait que moindrement que tu es gros, puis s'il n'y a pas une chaise disponible, tu peux pas nécessairement aller à ton cours. Il y a beaucoup de choses qui sont pas faites pour les personnes grosses, puis constamment dans la vie, les gens veulent pas prendre du poids, les gens veulent pas ressembler à des personnes grosses. C'est comme constant. OK, les filles, est-ce que quand tu tousses, t'éternues ou t'as comme un méga fou rire, t'as des fuites urinaires, sache que c'est vraiment pas normal, même si t'as eu des enfants ou même si ça fait vraiment longtemps que t'en as. On pense tout le temps que c'est les femmes qui ont eu beaucoup d'enfants ou qui sont rendues à l'âge de la ménopause qui ont des fuites urinaires, mais dans ma tranche d'âge, c'est jusqu'à 20 à 30 des femmes. Et globalement, au Québec, c'est jusqu'à 45 des femmes. On est quand même vraiment pas loin d'une femme sur deux. C'est
énorme. Ne pas traiter ou plutôt ne pas adresser les fuites urinaires peut avoir des impacts qu'on ne veut pas avoir le rendu justement à la ménopause et c'est beaucoup plus facile de traiter les fuites urinaires plus tôt que trop tard. C'est pour ça que j'ai décidé, avec une de mes très bonnes amies, Fanny Marchessault, de partir de notre programme qui s'intitule « Fini les fuites urinaires ». Dans ce programme-là, tu as accès à un premier volet éducatif où j'ai préparé plus d'une vingtaine de capsules éducatives qui peuvent vraiment avoir un gros impact sur ta qualité de vie. Et ensuite, Fanny, qui est kinésiologue, a fait un gros programme de plus de 12 semaines où elle t'accompagne de semaine en semaine à l'aide de programmes d'exercices qui sont vraiment graduels et adaptés pour tout le monde. Tu vas y retrouver également des séances faites par moi où je t'explique comment bien respirer, comment bien contracter, comment bien relâcher aussi ton plancher pelvien, qui est vraiment quelque chose qu'on n'entend pas parler dernièrement. On parle toujours de contraction, mais jamais de relâchement du plancher pelvien. Bref, je ne m'éternise pas. Je voulais juste vous dire que vous avez, étant donné que vous êtes ma communauté préférée, un rabais de 15 % sur le programme avec le code L au pluriel 15. Si jamais ça t'intéresse, j'ai mis le lien en bio et le programme se retrouve sur mon site internet clrphysio.com. Et là, sans plus tarder, on retourne à l'épisode. C'est un message vraiment constant sur... pour pas reparler des réseaux sociaux comme on fait toujours, mais beaucoup de tout ce qui est la culture des diètes. On parle, je trouve, la nutrition, l'alimentation et beaucoup la restriction est très, très, très forte en ce moment. Puis on dirait, je me questionne tout le temps, pourquoi ça revient autant? Pourquoi? Mais ça, on était aveugle de passer à quelque chose, ou du moins, on avait fait un pas dans la bonne direction. Ben, j'ai plusieurs théories, là, et là, je peux vraiment pas non. citer de source, mettons, Correct. là-dessus, mais je crois aussi que d'après moi, avec la COVID, il y a eu un shift qui s'est fait aussi. Je pense que les gens ont eu beaucoup peur de prendre du poids. Il y a eu beaucoup de questionnements sur la santé. Puis les gens, souvent, quand le monde est chaotique, tu cherches sur quoi tu peux avoir du contrôle. Puis pour beaucoup de personnes, c'est l'alimentation aussi, puis l'activité sportive. Fait que il y a quelque chose que tu peux te mettre en action, puis ça donne le sentiment que tu as plein contrôle sur ta santé, alors que dans les faits, tu n'as pas toujours plein contrôle sur ta santé. Et même si tu fais tout parfaitement, ça se peut que tu popes une maladie comme ça. Donc, il y a ça. Puis aussi, je pense qu'il y a la montée de la droite où la femme est une femme docile, petite, qui prend pas de place. Un homme, c'est un homme fort, sportif, pourvoyeur. Puis ça reste que la femme, si elle rapetisse, c'est mieux. Puis du côté des gars, c'était de devenir un peu plus musclé. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose dans le climat politique qui joue beaucoup sur le retour, en fait, de la célébration de la minceur. OK, mais j'adore comment cet épisode est full intersectionnel. Là. On a commencé l'épisode en parlant de racisme, de classe sociale. On parle de politique. Comme... Ben, c'est que c'est dans tout, puis ça l'influence tout, là, vraiment. Ouais. Puis est-ce que tu vois, parce que là, toi, t'es quand même plus... T'es à l'affût de ça, là, pas, t'écris sur le sujet, t'en parles. Fait, est-ce que tu vois une montée de haine ou d'intolérance par rapport aux personnes grosses? Oui, beaucoup sur les réseaux aussi. Puis, tu sais, j'ai pas eu beaucoup de commentaires haineux sur les réseaux sociaux dans ma vie, mais à chaque fois que j'en ai eu, c'était beaucoup des gym bros qui débarquaient dans les messages pour être fâchés que j'existe. Il y a un retour de la haine, puis souvent, la haine envers les personnes grosses, en ce moment, c'est beaucoup par rapport à la santé. Tu sais, c'est de te faire dire constamment... Bon, quelque chose qui m'a fait vraiment rire dans ma vie, c'est de me faire dire que j'allais mourir à 35 ans alors que j'avais 41 ans au moment de lire ce message-là. J'étais comme... Well. Je te l'avais dit, tu paraissais jeune. C'est ça. Mais ça, je me suis dit, je vais le prendre comme un compliment. Mais, tu sais, lire des commentaires comme ça du fait que je vais crever constamment, c'est... Puis je crois c'est ça, en ce moment, pour moi, la santé, c'est un peu comme une religion. Et pour moi, le plus gros problème avec la santé, c'est qu'on confond beaucoup la santé et l'apparence de la santé. Et je crois que tous ces gens qui critiquent la santé des personnes grosses confondent ça parce que c'est pas vrai que tu connais la santé d'une personne grosse en la regardant. Et là, les gens sont comme, mais oui, on peut. Excusez-moi, je prends un personnage intérieur. Mais c'est parce que. Ils ont cette voix-là. Oui, ils ont cette voix-là. Puis moi, ce que j'aime bien dire, c'est que moi, aujourd'hui, si je décide tout à coup d'avoir les meilleures habitudes de vie puis qu'on se revoit dans 3 mois, je serai encore grosse. Mais mes marqueurs de santé, ils vont s'être super gros améliorés. Fait que ça fait que quand tu vois quelqu'un, j'ai l'impression que quand on voit une personne grosse, on a l'impression qu'elle est au plus bas de sa vie constamment. Alors que cette personne-là, elle peut avoir amélioré ses habitudes de vie, autant comme être moins sédentaire, manger mieux, dormir mieux, stresser moins si c'est possible.
Puis sa santé va s'être améliorée, mais elle va être encore grosse. Ouais. Puis c'est ça qui me fascine, c'est que quand les gens voient des personnes grosses, ils ont l'impression qu'on n'a jamais été au gym de notre vie, qu'on n'a jamais vu un légume de notre vie, puis qu'on est comme des idiots qui savent pas comment vivre, tu sais. Alors que c'est pas le cas. Puis c'est ça, c'est que tu peux améliorer vraiment beaucoup tes marqueurs de santé et rester gros, tu sais. Et aussi, d'emblée, ça veut pas dire que toutes les personnes grosses ont des mauvaises habitudes de vie. Il y en a que oui, mais tout comme les minces peuvent avoir des mauvaises habitudes de vie et des bonnes habitudes de vie, mais tu sais, ça paraît pas. Là, une personne mince qui fume, qui boit du vin, puis que le week-end, elle fait de la coke, je pense pas que c'est santé, mais... Puis après aussi, c'est de définir qu'est-ce que la santé. Oui, parce que la santé, c'est pas l'absence non plus de maladie, c'est santé physique, mentale, sociale. Là, tu sais. Là. Oui, exact. Mais c'est vrai que les gens ont souvent tendance à penser qu'une personne grosse va avoir toutes les pires habitudes de vie, est clairement malade, que ce soit mentalement ou physiquement, va avoir une maladie. Puis je me demande, est-ce que ça vient vraiment, puis c'est pas une question, c'est plus une réflexion at large, c'est-tu vraiment à cause de l'IMC ou c'est d'autres facteurs qui tu sais, parce que dans ma tête, je suis comme, tu sais, quelqu'un qui est gros, tu sais, on n'arrête pas de dire que c'est associé à la pauvreté, mais on pourrait le voir d'une autre façon. Quelqu'un qui est gros, ça veut dire sûrement qu'il y a peut-être plus de moyens pour peut-être acheter plus de nourriture. On dirait, tu sais, dans le temps, là, ce qu'on voyait, genre le roi, puis comme les paysans étaient super minces, puis le roi était plus opulent, puis mais ça fait pas de sens. J'ai l'impression que aussi et pas toujours, là, mais la perception de, mettons, des hommes en pouvoir gros, ça se peut. Des femmes en pouvoir grosses, moins. Fait que, tu sais, des gros monsieur riches, ça existe. Des grosses femmes riches qu'on voit, pas tant. Je peux pas t'en nommer une en ce moment. Ben, non, moi non plus. Fait que, tu sais, fait que ça reste que l'opulence, ça se peut. C'est souvent plus les hommes qui ont le droit à cette exception-là, on pourrait dire, d'être perçus comme riches et puissants. Et pourtant, c'est connu que les femmes ont une plus grande rétention de gras que les hommes. Fait que c'est un peu... Et genre, sacrez-nous patience. Là. Genre, on porte des enfants, on a les hormones à tout bout de champ, on a un cycle menstruel. Oui. On peut-tu... Genre, on a toute la charge mentale et le stress du monde. On a comme peur du gras. Oui. Puis on en parlait tantôt, je viens de terminer, je voulais vraiment le mentionner là, parce que j'ai vraiment adoré la lecture du livre. Fantasmer sa réinvention de Tania Derry-Aubin de Québec-Amérique. Je voulais m'assurer, je l'ai mémorisé hier en regardant la couverture. J'ai vraiment aimé la lecture de ce livre. Puis justement, on en parle dedans. Genre, on a une phobie du gras. On a peur du gras. Comme, d'où est-ce que ça vient? Au final, ça nous protège. Et on a vraiment fait des liens depuis longtemps là-dessus. Puis j'aime que tu as mentionné, c'est pas parce que une personne est grosse que nécessairement elle a des mauvaises habitudes. Et encore plus, comme c'est pas parce qu'une personne est grosse et va changer ses habitudes qu'elle ne sera plus grosse. Absolument. Puis tu sais, le gras, j'en parle dans mon livre, mais il y a 2 sortes de graisse. C'est la graisse sous-cutanée puis la graisse viscérale. Puis c'est la graisse viscérale qui est la plus dangereuse, donc c'est la graisse qui est sur les organes. Mais la graisse sous-cutanée, c'est souvent, nous les femmes, on la porte plus là, donc dans les cuisses, dans les hanches. C'est pas la graisse la plus dangereuse pour un corps, mais c'est la graisse la plus difficile à perdre. Puis, d'ailleurs, je fais une parenthèse, tu sais, moi, j'ai du lipodème. Donc, ça, c'est une maladie qui fait que le gras s'accumule dans les jambes, puis que moi, mes jambes vont être grosses comme pour toujours. Là. Peu importe ce que tu fais. Maladie qui est full pas connue, là, en passant. Qui est pas connue, là, mais genre, évidemment, c'est une femme sur 10, puis personne ne connaît ça. On attend que tu viennes, Guylaine. C'est une femme sur 10? Oui, c'est une femme sur 10. Moi, j'ai mon amie Annabelle aussi qui... Ouais, tu m'en as parlé, j'en sais. Puis... Oui, c'est ça. Là. Puis que toute sa vie, genre, tellement active. Puis là, t'es comme, est-ce que ce serait une maladie? Et non, mon manque de motivation à aller. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Une autre maladie très féminine qu'on a oublié d'étudier, quoi. Absolument. Puis moi, ce que je trouve dommage, c'est que tu as plein de femmes qui vont grandir en se disant, j'ai vraiment des grosses jambes, je vais faire tous les régimes sur la terre pour perdre ce gras-là, puis ça va pas fonctionner aussi. Fait que, tu sais, c'est une graisse qui non plus qui se perd pas. Donc, tu sais, on fait qu'on a peur du gras, mais des fois, on n'a pas peur du bon gras. Ouais. Puis pour les gens, tu sais, tout ce qui est gras viscéral, gras sous-cutané, là, j'avais eu un bon exemple quand j'étudiais en soins infirmiers. Il disait, très stéréotypé ce que je vais dire, mais tu sais, le genre mon oncle Gérard avec la grosse bédaine de bière, mais qui est dure, souvent, ça va être du gras viscéral. Contrairement à nous, genre,
tu touches mon ventre, il est mou, là, ouais. c'est du gras plus sous-cutané. Ouais. Ben, c'est pour ça que je pense aussi que les hommes ont plus de chances d'avoir des maladies cardiaques parce que la graisse viscérale est associée à un plus haut risque de ça. Mais ça reste aussi qu'il y a des gens qui sont, on appelle ça skinny fat, hein? Donc dans le sens qu'ils sont tout petits, mais qui ont de la graisse cutanée, qui ont de la graisse viscérale, mais ça paraît pas. Mais ça se loge comme un peu partout au travers. Oui, c'est ça. Puis des fois, ça paraît pas. Est-ce qu'il pourrait expliquer pourquoi que les gens y associent tellement la santé à l'apparence du corps? Parce que après ça, si la graisse viscérale, elle est plus dangereuse sur nous parce que comme c'est de l'accumulation négative, mais il y a tellement plus d'études en santé qui sont faites sur les hommes. Donc, on associe en effet que mon oncle Gérard avec la grosse bédaine puis tout, puis c'est comme non, toi, il faut que tu perdes du poids parce que sinon, tu vas mourir. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme, je le vois avec mon père qui arrive d'un certain âge, etc. Tu sais, les parents de mes amis, c'est une conversation qu'ils ont entre hommes de devoir comme faire attention à leur santé et de perdre du poids parce que sinon, ils vont faire un arrêt cardiaque. Ouais. Là, tu sais. Mais en fait, on devrait même pas dire perdre du poids, on devrait juste changer leur mode de vie. Tu sais, parce que dans le fond... C'est vrai. Tu sais, mais c'est comme un... Mais c'est que c'est le truc, c'est les médecins qui disent ça, plus on comme oui, ça. absolument. T'es comme, mais tu sais, okay. si tu changes ton alimentation, si tu es plus actif, ça change énormément. Ça fait disparaître ta graisse viscérale beaucoup, comme vraiment plus vite. Hein. Puis, c'est qu'aussi que quand on associe la perte de poids à la santé, c'est que si tu perds pas beaucoup de poids, mais que tu changes tes habitudes de vie, tu vas peut-être considérer ça comme un échec. Alors que, mettons, ton bilan sanguin va dire tout le contraire, tu sais. Donc, c'est là que c'est dangereux. Mais, tu sais, après ça, c'est ça, c'est les habitudes de vie qui sont la priorité. La perte de poids devrait être une conséquence de ça et pas l'objectif premier. Mais ça devrait même pas être un marqueur qu'on regarde. C'est ça. Oui. C'est ça. On devrait juste vraiment s'en crisser, dans le fond. C'est vraiment les habitudes, tu sais. Puis moi, ça me verrait parce que les gens, ils pensent que, bon, j'avais dit que je venais au podcast pour parler de ça, mais en tant que personne grosse, les gens ils pensent que je fais la promotion de l'obésité. Puis j'étais là, mais c'était dans mes questions, c'est parfait. C'est ça, mais je vais jamais dire aux gens de pas avoir de bonnes habitudes de vie. Tu sais, je veux qu'on parle pas de perte de poids, mais ça veut pas dire parce que je veux pas qu'on parle de perte de poids que je suis complètement contre avoir des bonnes habitudes de vie. Là. Je veux dire, de toutes mes années sur les réseaux sociaux, j'ai jamais dit à quelqu'un d'aller chercher comme un baril de poulet frit puis d'aller manger la crème glacée couchée sur son sofa. Là. J'ai jamais dit ça. Et je vois pas qui d'autre a dit ça sur les réseaux aussi dans les militants. Là. T'aurais quand même le droit de dire... Moi, l'autre fois, j'ai soupé à un bol de Cheerios, là. Comme, t'as très bien le droit. Ah oui, t'aurais le droit, mais je dis pas ça. Tu sais, faire la promotion, il faudrait que je dise aux gens, le Marie-Lou, ce soir, poulet frit. J'ai jamais fait ça. Là. Genre, les gens sont pas là en train de dire, tu devrais arrêter le gym, tu devrais juste manger le poulet frit à tous les soirs et jamais dormir et commence à fumer du weed pas mal. C'est pas ça que les gens disent, mais pourquoi il y a tellement de gens qui attaquent les personnes qui sont justement dans le militantisme ou qui sont dans c'est quoi le terme? Body positivity. Merci. Ouais, pourquoi je sais, une espèce de... je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension de qu'est-ce qu'est le mouvement. Puis, OK, on va faire un historique. À la base, dans les années 60, on parlait plus de fat liberation, donc la libération des personnes grosses. Et c'était vraiment un mouvement qui était très politique. Donc, c'était vraiment visé pour contrer les discriminations envers les personnes grosses. C'était très, très politique, puis c'était très collectif. Puis là, dans les années 90, ça a commencé à devenir plus individuel. Donc, les gens ont commencé à plus parler d'acceptation corporelle, puis c'était de moins en moins politique, jusque dans les années 2010, où là, ça a été vraiment comme l'apogée du body positive qui est apparu. Et là, c'est vraiment devenu... c'était plus juste les personnes grosses qui étaient concernées, c'était vraiment tout le monde. Fait que, c'est devenu d'un mouvement de on veut avoir accès aux mêmes choses que tout le monde, on veut plus être discriminé, à un mouvement qui disait quand tu te plies en deux et que tu as un bourrelet, accepte-toi. Tu sais, c'est comme ça s'est dilué énormément. Puis dans le body positive, c'était beaucoup un truc de accepte-toi comme tu es, t'es magnifique comme t'es, tout le monde est beau dans son corps. Puis je pense que les gens, quand ils entendent ce message-là, ils se sont dit accepte-toi comme tu es, donc fais plus jamais d'efforts, puis reste comme ça. Tu sais, c'est comme si t'es gros, accepte-toi, puis fais plus rien. Mais ça n'a pas été, c'est pas ça qui s'est jamais dit. Mais t'as beaucoup de gens qui ont compris ce message-là. Moi, je me suis déjà fait dire par quelqu'un que c'était à cause de Tess Holliday, qui est une modèle plus size, activiste, qui était vraiment très pionnière dans le mouvement Body Positive, Fat Liberation. Cette fille-là m'avait dit, depuis que ma cousine a vu Tess Holliday, elle a pris du poids et est devenue grosse. Et là, j'étais là, mais ça se peut. Probablement, Tess Holliday l'a pas appelé pour dire, tu sais, va chercher du poulet frit. Je pense juste que sûrement que cette cousine-là a vu une femme grosse et elle s'est dit, peut-être que je pourrais arrêter d'avoir des comportements, du trouble du comportement alimentaire. Et
parfois, quand tu fais ça, tu peux prendre du poids. Mais c'est pas parce que tu vois une personne grosse exister que tu prends du poids. C'est super bizarre comme lien, mais... Le gras n'est pas contagieux, là. Non, c'est ça. Vous n'allez pas devenir grosse parce qu'on a une discussion à 3, là. Ça devrait pas. Mais il y a quelque chose de tellement bizarre, cette idée de... à cause des modèles comme plus size, les gens ont commencé à mal prendre soin de leur santé. C'est pas ça. Puis... Tu sais, il y a eu des femmes qui ont fait des covers. Il y a une fille de yoga, une femme noire qui s'appelle Jessamine Stanley, qui a fait le cover genre du Cosmopolitan dans une pause de yoga. Puis les gens étaient comme ça, c'est la promotion de l'obésité. Mais elle fait littéralement du yoga sur un cover. Qu'est-ce que tu veux plus? Puis moi, quand je vois ça, je me dis une femme grosse qui fait du yoga. Donc moi aussi, je peux faire du yoga. Parce que moi, si je vois une femme mince faire du yoga, j'ai pas l'impression que je suis capable. Mais d'avoir un corps qui me ressemble, ça me donne envie d'en faire. Fait que pour moi, c'est tout le contraire de la promotion de l'obésité, c'est la promotion de bonnes habitudes de vie. Mm-hmm. Mais que les gens ils pensent que moi, je vois une personne grosse, puis je vais continuer à m'alimenter puis à pas bouger. Je comprends pas que tu fasses ce chemin-là. Là. C'est quoi la pertinence ou l'importance de la représentativité? C'est super important. Mm-hmm. Mettons juste dans les sports, pour moi, c'est hyper important d'avoir des corps diversifiés parce qu'on a l'impression... J'en ai eu beaucoup de témoignages dans les dernières années, puis des gens qui ont des traumas de comme jamais être choisis parce qu'ils étaient comme la petite chubby dans son cours d'éducation physique, puis que depuis ce temps-là, elle s'est dit plus jamais je vais vivre de l'humiliation et en allant faire du sport. Ça va loin. Puis moi, je trouve que on devrait avoir... Je vais faire une parenthèse, mais je vais revenir. Représentation. J'adore les parenthèses. Mais il y a aussi le fait que je pense qu'on a enlevé beaucoup le jeu du sport, puis on a mis beaucoup la performance. Puis je pense que pour plusieurs personnes, ça ne convient pas. Donc, la majorité. La majorité des gens aussi, là. Puis tu as des gens qui sont crinqués à la performance et c'est correct, puis comme prenez tout l'espace que vous voulez, mais comme nous, on a besoin d'un autre espace, tu sais. Mm-hmm. Donc ça fait qu'en sport, on a besoin de représentation, de fun, de plaisir qui sont pas dans la performance, de plein de corps. Moi, de voir une fille grosse qui fait du yoga, que la première fois que j'en ai fait, puis que j'étais pas capable, je braillais parce que j'étais comme « Oh my God, mes limites ». Mais en même temps, je me suis dit, c'est pas à cause de mon corps, c'est parce que je suis pas assez forte puis je suis pas encore assez souple. Parce qu'il y avait un corps qui me ressemblait, qui faisait la même chose, tu sais. Il y a une fille qui s'appelle Annie Roy qui fait de la pole dance puis qu'elle affiche sur ses réseaux. C'est super important d'avoir un corps qui fait de la pole dance. Puis c'est vraiment impressionnant de voir son corps virer à l'envers, qui fait une figure, tu sais. C'est super important d'avoir des corps différents. Puis que le sport, c'est pas réservé à une élite mince. Fait que ça, c'est super important. Après ça, dans la représentation à la télé, de grandir en étant un personnage secondaire dans tous les films qu'on voit, d'être la grosse amie, la fille que tu caches, tout ça, ça a un impact, c'est sûr, sur nous en grandissant. Tu sais, même je pensais à Inside Out, le film de Pixar, où Tristesse, c'est comme la petite chubby de la gang. Puis je me dis, tu sais, quand on y pense... Attends, ça s'appelle Tristesse? Oui. Tu sais, Inside Out. Inside Out, c'est les sentiments. Mon Dieu, qu'il faut tellement que t'écoutes ce film-là, c'est tellement beau. Oui. C'est un film d'animation. Puis c'est comme toutes les émotions sont représentées par des petits cartoons, comme par des petits bonhommes. Mais c'est ça, oui, Tristesse, c'est genre tristesse, colère, joie, etc. Mais Tristesse, c'est la petite chubby. Ouais. C'est décalissant, je m'excuse. Mais le film est excellent, t'es recommandé par ma psy et j'ai braillé toutes les larmes de mon corps en l'écoutant. C'est tellement bon. Mais c'est quand même... Mais ça reste que c'est un exemple de... Elle aurait pu être la petite mince, puis il y a comme joie et tristesse. Ce joie aurait pu être la petite ronde, là. Ouais. C'est fou parce que tous nos épisodes, on est rendu à quasiment 100 épisodes, la gang, mais finissent par tous s'entrecouper parce que tes propos par rapport à l'activité physique, par rapport au final au mouvement, d'être dans le plaisir, ça rejoint beaucoup l'épisode qu'on a fait avec Chloé Rochette, puis je suggère vraiment son livre, là, Tout le monde aime danser, qui est, en fait, j'ai forcé Chloé à m'emmener une boîte, je les vends pas, là, mais je suggère à mes patientes de les acheter parce que des fois, je suis comme, t'as pas d'exercice, c'est ça ton exercice, c'est ça ton devoir d'ici notre prochain rendez-vous dans un mois ou deux, de lire ça pour comme changer ce thinking-là. Puis, je sais pas si ça se fait encore, mais dans les écoles, d'avoir deux, comment t'appelles ça? Je vais appeler ça des chefs, là, on va dire, là. 2 chefs dans 2 clans là, qui choisissent qui va être dans leurs équipes. Aïe, c'est humiliant d'être la dernière personne. Puis Tania en parlait dans le livre dont je parlais tantôt. Puis elle disait qu'elle était tellement heureuse quand elle a commencé à avoir ses menstruations parce qu'elle pouvait
au moins blâmer ses menstruations. Je peux pas faire mon cours d'éducation physique, je suis menstruée. Fait qu'elle avait pas à vivre ce rejet-là. Puis ça revient encore une fois à Chloé. C'est Chloé qui en parlait, je pense, de comment les femmes lâchent le sport, justement, à cause de leur cours d'éducation physique, à cause de tout ce dont on a parlé, tu sais. Oui, non, mais pour vrai, remettre le jeu et le plaisir, c'est quelque chose de tellement important. Puis j'ai beaucoup aimé le livre de Chloé aussi. Puis j'avais fait une journée où elle faisait un événement, tu sais. Puis j'étais là, c'est tellement le fun. On faisait juste courir, puis on avait du fun. Puis j'étais là, c'est ça qui est le fun du sport. Pour moi, ça me parle pas d'avoir des performances. Je veux juste bouger et avoir du plaisir. C'est juste ça qui compte, là, pour moi, en tout cas. Et puis on dirait que je me dis aussi... une personne qui pense pas qu'elle est capable de performer dans un sport à cause de son corps pourrait être très surprise aussi de comment que tu performes. Ça au final, ça n'a peut-être même pas de lien. Genre, c'est comme... Moi, je joue au volleyball. Il n'y a pas de restriction là, pour jouer au volleyball. C'est comme... Pas du tout. Là, tout le monde peut performer genre super bien. Tu peux être coordonné, tu peux avoir un bon cardio quand même, tu peux avoir des réflexes, etc. Il y a tellement de caractéristiques. Et je pense que les gens qui ont des traumas d'éducation physique vont peut-être pas essayer les nouveaux sports aussi à l'âge adulte. Ça aussi, c'est plate, parce que tu veux pas te faire rejeter puis t'as pas envie, d'aller quelque part où les gens jouent au volleyball puis de pas être choisi, tu sais. Fait que c'est aussi se mettre en risque. Puis c'est le fun parce que moi, j'avais déjà... Dans toutes les choses que j'ai fait, mais j'ai déjà parti, là, ça n'existe plus, mais j'ai parti un cours de danse juste pour des personnes grosses. Fait que, c'était que des personnes grosses dans le groupe, puis c'était tellement le fun d'être quelque part où tout le monde peut bouger sans... Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas rien, puis on n'est plus en train de se dire que quelqu'un va me regarder puis me juger. Fait que j'avais des cours de danse, puis j'avais fait des cours de yoga aussi. Puis d'être quelque part où tout le monde est comme... accepte le fait que, oui, il va y avoir des modifications parce qu'il faut qu'on place notre ventre différemment. Puis que c'était tout dans l'accueil, ça change tout. Fait qu'aussi, cette idée d'avoir des endroits qui sont body positive, ça serait quand même intéressant, d'avoir des cours... volleyball, mais comme que vous soyez bon ou pas, on vous accepte, de le nommer comme ça peut vraiment aussi être aidant. Là. Puis, dis-moi si je me trompe, mais j'ai quand même le feeling que ça commence un petit peu à changer la représentation, entre autres, des femmes dans le sport. Que là, c'est quand même nouveau, là, tout ce qui est comme PWHL, c'est quoi, Northern Super League, ça, NSL. Bref, il y a de plus en plus d'athlètes féminines professionnelles. Puis je vois quand même de plus en plus de vidéos de femmes qui font des vidéos puis qui sont comme, je suis peut-être pas grosse, mais je suis pas mince non plus. Je suis pas le fameux corps d'une... Je veux pas dire d'une cheerleader parce qu'il y en a peut-être dans le cheer, mais on se comprend, là, de gymnaste super, super, super mince. Moi, quand je faisais de la gymnastique, je me souviens qu'on m'avait dit, tu peux pas peser plus que tant de livres si tu veux être capable de faire ce mouvement-là. Puis je me souviens que quand j'ai été capable, je me disais, oui, mais je pèse pas en bas de 110 livres, pourquoi j'ai été capable? Tu sais, je comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pas, tu sais. Mais ouais, j'ai l'impression quand même qu'en ce moment, au moins en tout cas dans le sport féminin, j'ai l'impression que ça commence un petit peu à changer. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un retour à la minceur, mais il y a aussi les femmes essaient de revendiquer le droit d'être musclées. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être là qu'il y a de la diversité aussi. C'est quand même un peu étrange de devoir se battre pour de la représentation, de pouvoir être musclé et être... là, on n'est pas obligé d'être féminine dans une vie, mais... C'est là qu'on se rend compte, c'est pas tant la minceur là, qu'on se fait imposer par la société. Oui, un peu, mais au final, c'est un type de corps qu'on devrait aspirer à avoir. Oui. Parce qu'on peut pas être musclé, on peut pas être grosse, on peut pas... La liste est longue, finalement. Tu veux juste que je sois 5 et 4 blondes, 120 livres. C'est ça que tu me demandes. On prend juste une petite pause de l'épisode d'aujourd'hui pour que je te parle de ma compagnie qui est Oli Éducation. Je sais pas pour toi comment était ton éducation à la sexualité quand tu étais jeune, mais en tout cas, moi, j'avais quelques lacunes et c'est pourquoi j'ai décidé de mieux outiller les parents d'aujourd'hui pour nos futurs citoyens de demain. Donc, Oli Éducation, ça s'adresse aux parents, aux adultes de confiance, comme on aime les appeler, aux intervenants et aux enseignants qui souhaitent être plus confiants pour parler d'éducation à la sexualité avec les enfants et les adolescents. Concrètement, c'est quoi? C'est une plateforme qui est disponible en ligne avec plus de 50 vidéos faites par des sexologues qui passent au travers du développement psychosexuel, social et affectif des enfants de 0 à 12 ans. Ensuite, on a aussi une clinique de sexologie avec une superbe équipe de sexologues qui sont disponibles en virtuel et en présentiel. Et finalement, on offre des ateliers dans les écoles, de la formation dans les milieux professionnels ainsi que des conférences. Donc, si jamais ça vous tente de parler de sexualité plus facilement avec vos jeunes, allez sur olieducation.com. Le lien est dans la description avec peut-être un petit code promo. Sur ce, on retourne à l'épisode.
Je parle pour les personnes. Je m'adresse un peu, là, la question s'adresse un peu pour répondre aux personnes qui ont des commentaires désobligeants, puis qui comprennent pas pourquoi c'est important la représentativité, puis de parler de votre réalité. Oui. Est-ce que ça se fait que tu puisses nous donner des exemples dans la vie, des lieux ou des places ou des expériences que tu as qui sont pas adaptées au corps, qui sont plus gros, puis que quelqu'un qui ne l'est pas va jamais réaliser, puis pourquoi que c'est important? Parce que j'ai lu ton exemple dans le livre, tantôt quand je l'ai feuilleté, de l'élève au secondaire, que sa chaise d'école n'est pas adaptée, puis que comme ça peut littéralement causer à un élève de ne pas vouloir aller à l'école, tu sais. T'es comme, OK, il y a tellement de place dans la vie que t'es comme, ben voyons, genre, pourquoi c'est pas adapté? Oui, ben c'est ça, justement, les lieux publics, habituellement, t'as des endroits qui sont pas nécessairement faits, puis tu sais, des restaurants avec des banquettes, avec les chaises attachées au sol, ça, c'est un enjeu, mais aussi, des fois, ça se peut que aller à la salle de bain, dépendamment de comment la porte s'ouvre ou pas, ça se peut que ça soit vraiment, tu sais, de devoir te glisser entre la toilette puis le mur pour comme pouvoir fermer la porte. C'est pas toujours possible. Fait que il y a ces enjeux-là aussi. Donc, tu sais, je comprends que d'aller dans un restaurant, c'est un privilège, mais après ça, de pouvoir aller dans un lieu public pour aller pisser, c'est quand même quelque chose de... Non, aller au restaurant, c'est dans le sens financièrement, mais pas corporellement. C'est pas un privilège. Ça devrait pas. Puis ça fait partie de la santé sociale de pouvoir sortir, voir des gens. L'accès à la culture aussi. Il y a plein de places de théâtre aussi où les bancs sont vraiment petits. Les sièges dans le métro, dans les autobus, excuse-moi, mais comme... C'est tout petit, là? Oui, mais moi, je m'assois, tu sais, je veux dire, je vais jamais m'asseoir dans une place de 3 personnes parce que je vais être trop gênée. Mais tu sais, tu as toujours conscience de l'espace que tu prends quand tu es une personne grosse, puis c'est une espèce d'hyper-vigilance d'espace qui est pas facile, tu sais. Puis, tu sais, la première fois que j'étais allée au théâtre puis que je me suis assise, j'étais là, ça le fera pas. Là, j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais, tu sais? Puis là, je me relève de la rangée, traverse tout le monde, tu sais, puis y a-t-il une place que vous pouvez m'accommoder? D'ailleurs, dans les salles de spectacle, des fois, il y a des places qui sont mieux faites que d'autres, fait que c'est quand même important, des fois, d'appeler si on doute. Mais ça devrait pas. Ça devrait pas, mais tu sais, après ça, tu sais, des fois, c'est des vieux théâtres, puis je me dis... Bon, en culture, je pense pas qu'ils vont avoir l'argent pour changer tous les sièges, fait que, tu sais, trouvons des solutions. Donc, c'est ça. Fait que dans les lieux publics, après ça, dans les vêtements, tu sais, on parlait de sport, mais avoir accès à des vêtements sport qui nous font bien, c'est aussi difficile, tu sais. Donc, tu sais, moi, j'avais été au Carrefour Laval et je suis rentrée dans chaque magasin du Carrefour Laval pour voir c'était quoi les sizes qui étaient offertes. Puis, je pouvais m'habiller du haut dans 3 magasins puis dans le bas dans aucun. Tu sais, puis... Tu rentres dans des magasins de sport, puis tu peux pas rien essayer, tu sais. Puis, tu sais, d'aller chercher un maillot de bain pour aller faire de l'aquaforme, qui est comme l'activité la plus le fun pour toutes tes articulations. Il faudrait que tu l'achètes en ligne, tu sais. Puis acheter un maillot de bain en ligne, on s'entend-tu que c'est un peu un cauchemar, là? C'est comme... C'est un Russian roulette un peu, là. C'est sûr qu'il va pas te faire. Puis habituellement, tu peux pas les retourner parce que c'est des maillots de bain, fait que tu fais juste lancer ton argent par la fenêtre puis espérer, tu sais. Donc, c'est ça, juste dans l'accès aux vêtements. Tu sais, je voulais m'acheter un rameur. J'étais là, mais les rameurs qui sont pour mon poids coûtent une fortune. Fait que, tu sais, l'accessibilité aussi dans ce genre de matériel-là. Tu sais, puis d'avoir tous les commentaires constamment sur ton corps au quotidien, tu sais, c'est dans les trucs qui épuisent, tu sais. Puis... Ça doit tellement être énergivore de constamment te dire qu'est-ce que les gens pensent, ça va-tu être correct à tel endroit, ça va... Tu sais, comme ton quotidien est analysé continuellement. C'est une grosse charge mentale, là. Oui. Ouais. Là, je suis contente maintenant, je la partage aussi avec mes amis. Là, fait qu'ils sont au resto, ils vont regarder où est-ce qu'on s'en va, puis ils vont pas prendre la place où comme tout a de l'air vissé sur le plancher ou des grands tablettes, des tabourets hauts. Donc, il y a aussi cette idée de, si tu as des gens qui sont plus 16 autour de toi, peut-être de penser à ça, ou on est dans une fête, puis dans un party où il y a des chaises, des petites chaises de jardin, puis tu as une chaise qui a de l'air solide, puis c'est genre ton ami te s'enlève dessus. Ça se fait que j'aille. C'est gênant de dire excuse-moi. Tu aurais-tu prendre la chaise peut-être moins confortable, mais qui ne va pas s'effondrer sous toi. Il y a ça aussi qui est toujours un peu. Ça m'était arrivé, ça m'était arrivé, c'était arrivé à ma tante qui est plus 16 dans un théâtre, de s'asseoir au théâtre et que la chaise s'effondre sur elle. Puis comme. C'est la personne la plus ricaneuse que je connais, c'est avec le rire le plus fort. Elle s'est juste mis vraiment à rire, puis comme elle l'a pris vraiment de façon humoristique. Mais en même temps, je pense que j'étais pas dans sa peau. Fait que est-ce qu'elle le prenait de façon humoristique parce que c'est son moyen de cope un peu, là? I don't know. C'est sûr qu'on a de l'humour par rapport à nous parce que je pense que c'est une manière de survivre aussi, mais
C'est ça. Puis, tu sais, les gens sont souvent comme, t'exagères, les gens n'auraient pas s'adapter à toi. Mais en même temps, des fois, c'est pas des si gros changements qui feraient toute la différence, tu sais. Au moins, de ne pas ridiculiser ce besoin d'adaptation, tu sais. Déjà un premier pas, mais je parle, on a adapté tous les trottoirs, si je me trompe pas, là, citez-moi pas, s'il vous plaît, mais tous les trottoirs pour les comme au Québec, pour toutes les personnes en chaise roulante, là. Ouais. Chaise roulante ou poussette. Mobilité réduite pour juste les petites, les petites curves. Là. Les petites curves, il y a plein de places qui... Il y a des ascenseurs dans les métros. On le fait pour déjà des personnes qui sont peut-être pas une majorité de la population, mais à un moment donné, on vit en communauté, on peut-tu essayer de répondre à plus de besoins pour tout le monde. Puis c'est pas compliqué. Là. T'inventes le REM, là. Tu peux avoir les ingénieurs qui pensent à ça. T'sais, c'est nouveau, là, on l'invente, c'est nouveau. Ça va te prendre 6 secondes de plus. Là. Mais je pense que cette idée, les personnes à mobilité réduite, souvent les personnes en situation de handicap, c'est comme acceptable de faire des adaptations pour elles parce qu'ils l'ont pas choisi. Tandis qu'une personne grosse, ben comme si t'es pas contente, change puis maigris, tu sais. C'est comme... Mais c'est une illusion utopique de penser que tu claques des doigts puis que tu fais juste commencer à manger de la salade puis tu vas maigrir, ce qui est pas le cas. Là. Oui, puis de toute façon, je fais quoi pendant ces... Je veux dire... Ben, premièrement, si demain matin, je me mettrais plus nourrir, je vais mourir avant d'avoir des endroits comme adaptés pour moi, là, tu sais. Puis c'est juste de prendre pour acquis que c'est le rêve du monde d'être mince, là. Oui. Dans le sens, genre, c'est pas l'objectif de personne, là. C'est pas genre, ben là, si t'es pas contente, t'es comme... Ben, je veux pas. Genre, t'as pas besoin. Si t'es enceinte, comme dans le sens, c'est ça. On a déjà établi que c'est pas un rapport avec la santé. Fait que, genre, on dirait que je comprends même pas qu'il y a des gens qui pensent à ça. Puis t'es comme, ben non, merci, c'est correct. Genre, je suis bien, là. Applaudir les gens, pas remercier, mais féliciter les gens qui ont perdu du poids. Ah, ça, j'ai de la misère. Ben, ça, c'est vraiment un comportement qui est comme tellement répandu de féliciter quelqu'un qui perd du poids, mais en même temps, on le sait, puis on le dit, puis on le répète que chaque perte de poids n'est pas associée à quelque chose de positif non plus. Tu sais, une amie dépressive qui perd plein de poids récemment, j'étais comme, personne ne perd du poids aussi vite que ça, si ça va bien. Là. Non. Moi, si j'ai une amie, ben, tu sais, puis ça m'arrive, là, évidemment, c'est constamment dans, genre, les conversations dans notre entourage. Je l'entends vraiment souvent, puis à toutes les fois, ça me style les oreilles, mais juste d'entendre quelqu'un faire comme, ah oui, en ce moment, j'essaie de perdre du poids, genre, j'ai réussi à perdre du poids. Hey, tout de suite, mon réflexe n'est pas d'être heureuse pour toi, c'est comme comment tu vas, t'es correct, genre pourquoi, comme qu'est-ce qui... Parce qu'il y a tellement de mauvaises manières de perdre du poids aussi. Ben oui. C'est ça qui est fou. J'ai le feeling qu'il y a énormément plus de mauvaises façons de perdre du poids qu'il y a de bonnes façons de perdre du poids. Puis après, pourquoi tu veux perdre du poids? Ben c'est ça, pourquoi tu veux perdre du poids? C'est plus ça. Si quelqu'un dit, non, mais je veux perdre du poids parce que je me suis laissée aller, j'ai eu des mauvaises habitudes, j'ai vraiment engraissé, puis j'ai arrêté de faire du sport, parfait, mais pourquoi tu vises pas à la place d'avoir des saines habitudes de vie? Puis tant mieux si pour toi, c'est un objectif de perdre du gras puis que tu es content de refitter dans tes vêtements parce que ça te faisait chier d'en racheter des nouveaux. Mais pourquoi c'est ça ton objectif et non de dire, mais je vais être en santé puis je vais pouvoir donner l'exemple à mes enfants d'avoir une alimentation diversifiée, de bouger dans le plaisir. C'est comme ce narratif-là qu'il faut changer. Je pense que ça devrait jamais être ça. Genre, moi, je vivrais vraiment bien dans une société où est-ce que jamais on aborde le poids comme étant quelque chose à changer. Comme je trouve pas que c'est pas un bon objectif jamais de perdre du poids. Ça n'a pas rapport. Je suis vraiment d'accord. Ça me fait penser, je pensais au médecin qui, à chaque fois, moi, je vais au médecin, il me pèse. Je m'obstine pas, mais je demande toujours, sweet, là, l'infirmière, je demande toujours que ce soit à l'aveugle. Je veux jamais le savoir. Je suis comme, je veux jamais que tu me dises mon poids, parce que sinon, ça va me trigger, je le sais. Mais quand il pense, le poids peut être tellement bear with me jusqu'à la fin de ma phrase, un bon indice de ta santé dans le sens où quand tu perds, il y a vraiment des critères en médecine. Si tu as perdu plus que, sais-tu, 10 kilos en moins de 3 mois de façon inexpliquée, ça peut être une cause de cancer. Moi, j'ai une amie, puis on était vraiment inquiète pour elle parce qu'elle avait déjà été hospitalisée à l'adolescence pour troubles alimentaires, qui avait, honnêtement, chaque jour, je la voyais, puis je savais qu'elle avait perdu du poids. Elle le maigrissait à vue d'œil. C'était du diabète de type 1. Ça peut être full un bon indicateur. Hey, t'as un problème de santé. Mais non, moi, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis, pour moi, si le poids n'était pas autant associé à des mauvaises expériences de grossophobie médicale, ça serait un excellent indicateur pour voir. Parce que, tu sais, tout le monde ne monitore pas son poids. Fait qu'aussi, si tu prends du poids ou si tu en perds, c'est important de savoir si tu en prends ou tu en perds rapidement. Oui. Parce que c'est souvent associé à comme quelque chose de pas bien, tu sais, de perdre et de prendre gratuitement. Vite. Voyons, Seigneur. C'est toujours gratuitement. Fait que, tu sais, pour vrai, je suis d'accord avec ça. Tu sais, le poids,
s'il n'y avait pas tout le stigma associé à ça, ça serait un bon indicateur à avoir. Mais juste pour suivre, pour s'assurer que tu n'as pas perdu, puis que tu t'en es pas rendu compte, ou que tu en as pris, que tu n'en es pas rendu compte. Mais malheureusement, c'est tellement associé à un truc négatif, puis souvent à comme un mauvais accompagnement médical que ça donne pas super gros envie de pousser la pesée de l'avant, mettons. Non, vraiment pas, là. Ouais. Puis l'autre point que je pense aussi beaucoup, c'est tout l'impact que ça a sur les jeunes, là, aussi, parce que bon, genre, t'es une adulte, body positivity, let's go. T'es capable de rationaliser, t'es capable de dire eux autres sont caves. Puis, genre, moi, je fais les choses pour moi et comme je m'entoure de bonnes personnes autour de moi qui vont me comprendre et me soutenir. Mais une petite cocotte, là, de genre 12 ans, là, que c'est génétique, là, c'est son corps, t'es comme ça. Tu peux pas rien faire de mal à cet âge-là qui cause comme quoi que ce soit. Ça doit être tellement difficile. Ça doit être super difficile parce que l'expérience que tu as dans ta maison, si elle est positive et négative, peut être différente de l'expérience que tu as à l'école, qui peut être positive et négative. C'est super tough de... Je sais pas comment... C'est sûr que tu as des parents qui ont des enfants qui sont plus gros puis qu'ils veulent pas que leurs enfants se fassent intimider, puis que des fois, ils prennent la voie de faire perdre du poids à leur enfant. Puis je sais pas c'est quoi, puis j'ai pas les compétences pour dire, je sais pas c'est quoi le bon chemin, mais je pense que d'accueillir ton enfant comme il est, ça serait la meilleure chose. Mais tu sais, des gens que leurs parents cadenassaient la bouffe dans le garde-manger, que leur... Tu sais, mettons, tu as une fille qui est plus grosse puis tu as son frère qui mange pas la même chose. Il y a personne, dans toutes les personnes qui m'ont envoyé des commentaires, il y a personne qui a vécu ça à l'enfance puis à l'adolescence que ça a bien viré au final. Non. Tu sais, il y a personne qui a une bonne relation avec la bouffe, mais c'est ça, que ça a commencé comme ça, là. Ça, c'est sûr. Ça, c'est un lien sûr. C'est sûr, ça crée des troubles alimentaires après ça. Ben oui. Puis une relation à la bouffe complètement fucked up, là. Je veux dire, si tu te fais priver constamment de tout ce qui est comme le fun quand t'es jeune, mettons, un petit gâteau, une petite liqueur, tout ça, hey, c'est sûr que dès que t'es en appartement, tu vires complètement cinglé, là. Tu sais. Tu te vautres, là, tu te vautres dans tout le poulet frit que tu veux, là, tout ce que tu n'as pas eu, parce que tu as eu tellement de restrictions. Fait que, tu sais, c'est ça, il faut vraiment faire attention parce que ça a toujours une incidence. Puis les enfants, je trouve ça vraiment tough, tu sais, de voir que tu as des gens qui vont évoluer dans cette société-là. Puis souvent aussi, tu sais, par rapport au body positive puis au fat liberation, c'est que moi, j'ai bien beau m'aimer tout seul chez moi. Ça change pas que quand je sors dehors, je vais vivre de la violence par rapport à mon poids, tu sais. C'est pas parce que je m'aime que ça l'arrête. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, c'est bien le fun de s'aimer, mais comme, c'est le système qu'il faut changer, c'est pas juste toi, tu sais. Quel type de violence que tu parles? Tu sais, là, on a parlé beaucoup d'environnement qui n'est pas façonné pour tous les types de corps, mais y a-t-il d'autres types de violences qui viennent en tête? Mettons, relationnel, des personnes grosses qui datent aussi, c'est quand même, tu peux vivre beaucoup de violence aussi, de se faire dire des affaires horrifiantes. Moi, la pire chose qu'on m'a déjà dit, c'est j'ai toujours voulu essayer une grosse. J'étais comme, vraiment, on n'est pas un manège, là. Tu sais, je suis comme, mais dire ça, c'est un peu terrible. Mais ça se dit, là. Oh my God! Ouais. J'ai une amie qui est... on parlait de ça récemment parce que elle est célibataire. Puis ça fait un bout qu'elle n'a pas daté. Puis dans les dernières années, elle a eu des enjeux de santé mentale, elle a pris du poids, etc. Puis, tu sais, elle est correcte avec cette relation-là, mais comme le dating, malheureusement, a complètement changé parce que c'est comme si la personne, tu sais, mettons, vu que j'ai pris du poids, j'ai plus les mêmes droits dans le dating. Genre, je peux plus triper sur les mêmes personnes. Les personnes sur qui je tripais avant ne trippent plus sur moi. Genre, et là, c'est comme s'il faut... ça change de ligue. Là. Puis là, il faut que je sois genre contente s'il y a quelqu'un qui est intéressé. Hey, je trouve ça terrible. Je suis comme... C'est tellement... Puis, tu sais, évidemment, genre, j'avais pas pensé à ça, mais elle me racontait ça, puis j'étais comme... Oh my God. Oui, tu sais que tu devrais te contenter que quelqu'un daigne te regarder... je préfère ne pas être regardée que d'être regardée par cette personne-là. C'est quand même vraiment difficile. Puis il y a beaucoup de trucs qui sont très violents dans le dating que tu te fais dire, puis tu as des horreurs. Là, comme... Je suis quand même chanceuse dans ma vie. J'ai quand même été épargnée côté commentaires violents, là, à part cette phase du dating-là, puis quelques personnes qui m'ont crié dans la rue là, des horreurs. Oh oui. Je me suis... Mon Dieu, ça va être vulgaire. Parce que je sais pas si... Je suis prête. Non, mais puis ça, c'est dans les trucs qui m'ont fait le plus mal. Parce que je trouvais ça tellement violent, c'était combien tu me payes pour que je te fourre? Là, j'étais comme... What? Tu sais, genre,
t'as besoin de mon service, puis en plus, je veux que tu me donnes du cash, puis tu me... On dirait que genre, les fils se touchent pas encore dans ma tête de... Je comprends, là, genre, je repose pas la question, mais de pourquoi c'est négatif? Pourquoi on serait moins attiré envers un corps gros? Pourquoi? Je comprends pas. Je comprends juste pas. Ben, il n'y a pas beaucoup de représentation. Tu sais, moi, j'ai connu plusieurs gars qui, plus jeunes, avaient une attirance envers des filles plus grosses, mais qui ne l'assumaient pas parce que ça reste aussi que ta blonde, des fois, c'est un trophée que t'as. Puis là, que t'as tes chums de gars qui sont comme « Ah ouais, t'aimes vraiment ça, une fille plus grosse? » Puis là, t'assumes pas nécessairement. Puis souvent, dans l'historique que je connais des gars autour de moi, ça a vraiment évolué en vieillissant. Où à un moment donné, ils se sont dit « Ben, fuck off, moi, c'est ma préférence. Puis je vais l'assumer. » Mais plus jeune... Tu sais, où tu dois te prouver, puis que tu veux pas être la personne un peu différente de ton groupe. Tu sais, puis il n'y a pas beaucoup de belles représentations de personnes grosses, tu sais, dans une belle lumière, puis que c'est sain, puis que c'est pas honteux. Puis reste aussi qu'en tant que femme, tu sais, je parle toujours plus de l'expérience de la femme grosse que du gars gros, parce que c'est pas exactement pareil. Ça reste qu'une femme, c'est censé être un petit trophée cute que tu présentes, tu sais. Mm-hmm. Puis... Alors que les filles, on est comme le dad bod. Oui, c'est trop ça. Cute. Ben oui, mon nounours. Tu sais, c'est comme pourquoi. En tout cas, pourquoi c'est aussi. I hate men. c'est surtout ça. Toutes les girls ensemble, on va être genre. En tout cas, ça m'emmène à un point. Puis Marie-Lou, je pense que tu vas être plus capable de confirmer, affirmer, désaffirmer, whatever ce que je vais dire. Vas-y donc. Mais là, on parle beaucoup de couples hétérosexuels. Ouais. J'ai le feeling que c'est pas la même game quand une femme serait attirée envers d'autres femmes, style couple lesbienne et tout, que c'est peut-être moins un enjeu. Je me trompe-tu? Ben, je pourrais pas infirmer ou confirmer parce que I don't know. Je sais pas c'est quoi l'expérience de tous. Évidemment, je trouve que les femmes, on est tellement belles, gentilles et humaines et comme avec une meilleure intelligence émotionnelle. Fait que I would say yes. Je pense que oui. Par réflexe. Mais... Je pense que c'est pas exactement pareil l'expérience des femmes puis des gars. Je sais que les gars, la diversité corporelle, c'est plus difficile dans le monde du dating parce qu'on dirait qu'ils ont... Et là, je parle à travers les expériences de mes amis. Écoute, on est dans un safe space. Oui, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, je pense que dès que tu es un corps plus gros, c'est peut-être plus difficile parce que... il faut que tu sois vraiment gros pour être un genre, mettons, plus un bear. Mais si t'es dans un entre-deux puis t'es juste un corps normal, t'es comme pas assez musclé, mais pas assez gros, mais pas assez si. J'ai l'impression que... J'ai peut-être l'impression qu'il y a plus des catégories du côté des gars. Oui. Homosexuels, hommes, que des femmes. Mm-hmm. Mais c'est ça, j'ai l'impression... Ben, c'est parce qu'on dirait que toutes les femmes que je connais qui ont daté des femmes, c'est aussi des femmes... polies puis bisexuelles. Fait que j'ai l'impression qu'ils ont trouvé une communauté beaucoup plus ouverte. Fait que c'était pas j'étais pas un bon échantillonnage autour de moi. Mais moi, je pense que c'est aussi ça. Là. On en a parlé, on a tourné l'épisode sur l'orientation sexuelle, mais que comme les personnes qui ont fait un coming out, je trouve qu'ils ont déjà traversé l'adversité. Donc, c'est déjà des personnes qui sont naturellement un peu plus ouvertes d'esprit et qui, comme, tolérantes et, c'est ça, et plus humaines. Fait que... je vais poser ma question. Puis ça me tente pas d'aller là parce que je vais être fâchée, mais je vais y aller. Vas-y. Je vais regarder mon carton dans un instant. Mais ça doit faire 6 fois. Dernièrement, on écoute le hockey, moi et mon chum. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On a pris le câble. C'était 2 mois gratuits, puis on l'a gardé. Puis j'aime ça écouter le hockey le soir. J'aime le hockey. Et comme... non, mais les deux. Okay. Les deux. Mais autant... C'est juste je veux pas blaster la victoire. Fait que je vais parler des Canadiens. Mais les 6 fois que j'ai fait un show que j'ai pas posté, c'est les Canadiens que je filme, là, la crise de bande, là, où qu'il y a, puis je vais le dire, je m'en fous, poursuivez-moi, la grosse pub d'Ozempic, puis je suis comme... Puis j'ai fait un reel récemment là-dessus, là, ça fait plus d'1 an là, que j'hésite à faire un reel, je suis comme, vais-je me faire poursuivre, je m'en crisse rendu là un peu. Ouais. T'écoutes un sport, là, il y a eu les Jeux olympiques, le commanditaire officiel, si je ne m'abuse, était Wegovy. Là, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, arrêtez l'épisode, vous voulez pas le savoir, mais au final, c'est de la médication qui a été de base créée pour les personnes diabétiques, les personnes qui ont une condition de santé qui nécessite de la médication. Puis on s'est dit, on va utiliser ça pour aider les gens à perdre de poids de façon malsaine à place d'adresser des habitudes de vie qui devraient peut-être être changées. Et là, en ce moment, je vois la jeune fille là, qui écoute genre, le sport, puis qui a genre sa skieuse préférée, puis 4 secondes plus tard, il y a l'annonce de Wegovy. Là. Cette association-là, puis
Ils sont fucking partout en ce moment. C'est genre la bébite dans Stranger Things là, qui s'incruste partout. Il y a une station de métro qui est complètement genre avec de la publicité de Wegovy, mais à grandeur. Là, je comprends que the world is money en ce moment. Là. Ce qui gère le monde, c'est l'argent. Là. Mais qu'est-ce que c'est des CEO de merde pour piler sur des valeurs puis accepter de cette commandite-là. Parce que la dernière chose que je sais, c'est que le Canadien de Montréal, il y a une couple d'années, il n'avait pas cette commandite-là puis il était quand même capable de payer des millions de dollars Carey Price. Flip la table. Pardon? Flip la table. Fuck là! Je peux pas flipper, il y a nos belles tasses de monokini, on ne veut pas les briser. Non, mais 100%. Il me faut un rage room. Fait que là, ma question, OK, je vais la lire parce que sinon, je vais jamais me rendre. Je sais même pas c'est où. OK, je la lis. On voit énormément parler d'Ozempic et de Wegovy, de toutes ces médications-là qu'on aime tant en ce moment. Quel regard portes-tu sur cette tendance? Ben, il y a énormément d'argent à faire avec Ozempic et Wegovy. Puis clairement, ces compagnies-là, ils savent qu'en ce moment, il y a un retour à la minceur puis que tout le monde veut perdre du poids. Fait qu'il y a de l'argent à faire. Puis j'avoue que les Jeux olympiques, à chaque fois que je voyais ce segment est commandité par Wegovy, j'étais là... pourquoi? Mais ça, il y a très peu de monde qui en ont parlé. Moi, j'en ai vu un peu, mais un peu. Je pense que tout le monde est à bout. Puis on dirait qu'on a accepté la fatalité que ça serait partout, dans les stations de métro. Je me souviens qu'une année au cinéma, à la Banque Scotia, il y avait c'était comme un escalier complet d'Ozempic. C'était Stairway to Ozempic. Ouais, c'est ça. Ils ont juste tellement de cash, tu sais, c'est comme mais comment ça c'est toléré? Mais après, au Québec, on n'a plus le droit, c'est plus légal de faire des annonces pour des jouets d'enfants parce qu'ils n'ont pas assez une intelligence émotionnelle puis sont assez critiques, fait qu'ils vont juste gosser leurs parents toujours pour avoir des jouets. Après ça, ils vont juste prendre des Ozempic puis ça va être chill, genre? Je pense qu'ils considèrent que les adultes ont une meilleure capacité de réflexion, mais moi, ça me fait capoter parce que ces médicaments-là, c'est quand même des médicaments qui coûtent de l'argent. Le Wegovy, si tu le prends, c'est pour la perte de poids. Ozempic, c'est souvent prescrit pour le diabète. Ça coûte très cher. Tu reprends ton poids quand tu l'arrêtes aussi. Fait que tu acceptes des effets secondaires pour quelque chose qui va pas rester dans le temps. Ça peut aider plein de gens. Tu as des gens aussi qui ont des troubles d'hyperphagie puis que c'est super utile de prendre ces médicaments-là, mais c'est pas pour tout le monde. Puis je trouve que souvent, on donne beaucoup plus les avantages que les conséquences de certains médicaments, puis il y en a des conséquences, puis on n'en parle pas beaucoup. Fait que c'est un peu comme la chirurgie bariatrique aussi, là, qu'on vend ça comme quelque chose de facile, mais c'est pas facile et ça peut avoir des effets secondaires. Puis après ça, chaque personne, you do you, puis tu veux vivre et être plus mince dans ce monde. Je comprends, il y a plein de privilèges à ça. Je comprends que tu fasses ce choix-là, mais ça a un impact sur la santé. Je trouve qu'on ne devrait pas banaliser ça. Puis, ces compagnies-là, ils jouent sur le fait que, parlez-en à un médecin, ils ne disent pas c'est quoi, mais tout le monde sait exactement c'est quoi. Ouais. Ça joue avec la loi, puis that's it, mais ça devrait vraiment pas être aussi présent. Je trouve que tu as des gens qui vont faire des mauvais choix, puis moi, j'ai hâte de voir dans plusieurs années, ça va quoi être les effets de ces drogues-là sur les personnes, ça va être quoi les conséquences, parce que je pense qu'il va y avoir de la dénutrition dans ce beau monde qui va apparaître, là. Parce que techniquement, là, je les connais pas à 100%, là, les lois, blablabla, mais tu n'as pas le droit de faire. Ils jouent du verbe jouer. Ils jouent vraiment sur la ligne grise qui est très, très fine parce qu'ils disent pas exactement c'est pourquoi, parce que techniquement, c'est pas légal, mais ça ne devrait juste pas être légal d'advertiser un médicament. Tu devrais avoir je sais pas c'est quoi le mot en français, là, des concerns pour ta santé, des inquiétudes ou te faire annoncer que tu as un tel diagnostic ou tel problème de santé et avec ton personnel soignant, ensemble, voir toutes les options qui se présentent à toi. Si tu vas dans la branche de médicaments, cette personne-là et ton pharmacienne devraient t'énoncer les différents médicaments qui se portent à toi. Tu devrais pas avoir une pub puis arriver avec un pamphlet de Wegovy avec ton médecin puis être comme j'aimerais ça prendre ça. Ça fonctionne pas comme ça, là. C'est pas ça, là. Puis c'est tellement distribué grand public. Genre, tu vois pas des pubs de Vivance, là? Non. Genre, tu sais, c'est comme... Mais même Tylenol puis Advil. Il y avait une pub cette semaine sur Advil de quelqu'un qui se barre le dos puis qui prend des Advil. Sais-tu qu'est-ce que tu devrais pas faire quand tu te barres le dos? Prendre des Advil. Tu devrais pas prendre d'anti-inflammatoires quand tu as une blessure aiguë. Tu as 2 doigts de faire une plainte. Bon, ça va. C'est bon. Non, mais tu sais, des fois, ils font des... j'ai vu une annonce pour Alès dans le bus. Je dis, moi, pour vrai, sincèrement, je magasine pas ma pilule, c'est comme on va discuter des hormones dedans, puis je vais la choisir en conséquence. C'est ça, là. J'ai pas besoin d'une pub là, pour... Ça n'a pas de l'air cool, là, tu sais,
Je suis pas un bon public pour ça. Moi, je challenge Canadien de Montréal. Canadien à... Je recommence. Je challenge Canadien de Montréal à dropper cette freaking commandite-là. Hey, parce que c'est pas l'argent qui vous manque. Non, c'est clair, mais il y a tellement d'argent à faire là-dedans. Mais genre, how do you sleep at night? Ouais. Very well on a $1,000 bill. Je propose qu'on aille sur une question plus... Oui. Ah, mais... Ah oui, j'avais ma question. Oui. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement officiel, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre quotidien pour créer des environnements plus inclusifs? Nous, en tant que personnes, en tant que société. Moi, je trouve que juste par rapport au lieu, si on est dans un bureau, si on travaille dans un resto, si on travaille dans une... Peu importe où, peut-être de s'assurer qu'il y a des bancs différents, accessibles, que si tu vois ta collègue qui est sur une petite chaise qui tient avec comme 2 vis, puis que tu sais très bien qu'elle n'est pas bien, mais qu'elle ne va jamais oser déranger personne, peut-être d'en parler. Après ça... D'être là pour tes amis gros aussi qui te parlent de leur réalité. Je pense que des fois, on essaye de comme... Mais non, c'est pas si grave que ça, tu sais, puis on veut comme diminuer la peine. Non, mais t'es belle. Mais t'es belle, c'est ça, tu sais. D'écouter puis d'accepter ce que les gens disent quand tu reçois chez toi aussi, tu sais, peut-être de penser des fois à comme... Ah, il y a peut-être une chaise qui est plus accessible. De pas laisser passer des commentaires aussi que tu entends sur des gens qui commentent le poids des autres. Si tu vois comme... Si tes parents aussi, peut-être de penser aux commentaires que tu passes sur toi devant tes enfants, parce que tu as beaucoup de gens qui ne passent pas de commentaires sur leurs enfants, mais ils vont continuer à s'en poser sur eux. Puis ça, tes enfants, ils entendent ça. Des gens qui ont vu leur mère saillir toute leur enfance, ça pas beaucoup de chance qu'après ça se dépeigne pas sur elle. Fait que de prendre... Tu sais, c'est un peu comme n'importe quoi de sexiste et compagnie, c'est de prendre parole et de dire hey, « ça, sincèrement, c'était pas nécessaire de dire ça. Ouais. » que la perte de poids de quelqu'un, c'est pas l'affaire la plus intéressante qu'elle a d'elle. Puis si on est dans le monde du sport aussi, peut-être de penser à des manières de rendre le sport plus inclusif, de mettre de la diversité aussi dans son visuel pour dire, tu sais, on accepte un peu tout le monde. Juste de voir plus de gens. En fait, la représentation de la diversité corporelle et culturelle et compagnie, toujours le plus possible. Puis d'être à l'affût aussi de toutes les petites choses, tous les petits commentaires qu'on pourrait juste skipper puis s'en passer. Là. Parce qu'il fait la différence, entre autres, comme tu dis, c'est la personne privilégiée, là, l'homme blanc, mince, riche, qui va call out son ami sur un commentaire raciste, misogyne, grossophobe. Ça a beaucoup plus d'impact là, que moi qui fait... Oui. C'est fou, là. Non, c'est super important. Puis puis tu sais, mettons que t'es une gang de gars, là, puis que vous parlez de vos blondes, pouvez-vous arrêter de les considérer comme des trophées, mettons juste ça. Là. J'ai l'impression que le public cible de votre podcast n'est pas une gang de gars, mais mettons. Mais on est des filles qui interviennent dans ces conversations-là. C'est ça, tu sais. C'est important. Puis surtout en tant que femme, moi, je trouve que notre valeur n'est pas sur notre physique en général. Fait que de travailler aussi là-dessus, que l'affaire la plus importante de toi, c'est pas ta valeur, tu sais, c'est pas de quoi t'as de l'air, c'est tout ce que tu fais puis tout ce que t'es. C'est pas de quoi t'as l'air. Ça, c'est une bonne manière aussi de se libérer de la pression des standards de beauté, de faire « Ah, je suis peut-être plus qu'un corps, là. » Ouais. Oh, j'adore. La question L, pour toi, qui est une question un peu plus réflexive. La plus importante. La plus importante. D'accord. Est-ce que tu veux la poser? Oui, je suis prête. Ah, parfait. Comment une personne peut-elle commencer à déconstruire sa propre grossophobie? Ouais, c'est beaucoup de travail. Ça dépend beaucoup d'où tu viens. Je pense que la route vers ça n'est pas la même pour tout le monde aussi. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé pour vrai, c'est vraiment le féminisme. Là. Le jour où j'ai fait « Ah, je suis pas obligée de vouloir avoir de l'air de quelque chose pour être quelque chose. Hein. » Cette phrase fait du sens. Ça fait du sens, merci. Absolument. Moi, ça m'a beaucoup aidé de remettre ma valeur à qui j'étais et pas à quoi je ressemble. Ça l'aide beaucoup. De mettre dans ta vie des modèles de diversité. Donc, l'impact des réseaux sociaux, de voir la diversité sur les réseaux sociaux, ça change énormément ton œil. Ton œil s'habitue à la différence. C'est comme, tu vas dans un autre pays, tout ce que tu vois est nouveau. Mais après 2 semaines, t'es plus choqué par rien, là, parce que t'es habitué. C'est un peu la même chose que tu peux faire avec ton feed Instagram, TikTok et compagnie. Puis, déconstruire. C'est tellement vrai ce que tu dis, parce que souvent, je reviens de voyage, puis on dirait que tout ici est rendu weird. Oui, parce que tu t'es habitué à quelque chose, puis ton œil, il s'habitue. C'est vraiment quelque chose que tu peux faire.
Après ça, je pense qu'il y a plein de livres qui ont été faits sur la grossophobie. Il y a des podcasts qui existent. Il y a beaucoup d'informations qui est là. Puis je pense qu'il faut peut-être juste réfléchir à pourquoi c'est si important pour toi de pas être une personne grosse. Et c'est tellement important pour toi de perdre du poids. Puis, tu sais, il y a souvent des gens qui me demandent, tu sais, souvent des gens, pas tant, là, mais est-ce que si on me donnait le choix d'être mince demain matin, qu'est-ce que je ferais? J'étais comme, mais pourquoi je dirais non à plein de privilèges? Tu sais, mais si la société était adaptée à moi, je voudrais peut-être pas nécessairement ce privilège-là. Mais tu sais, de pouvoir magasiner où je veux, de pouvoir me déplacer où je veux, de pas devoir penser constamment à l'espace que je prends, au fait que je vais pas me faire crier dans la rue des horreurs, que les gens vont pas m'envoyer des commentaires à chaque fois que je mange quelque chose sur un réseau social. Tu sais, tout ça, c'est sûr que je voudrais avoir le privilège qu'on me crisse patience. Mais c'est pas le corps que je veux, c'est le privilège autour, tu sais. C'est ça. Fait que je pense que les gens associent beaucoup aussi le fait d'être mince à beaucoup de privilèges. Et c'est toujours dur de perdre des privilèges. Et ça, c'est ça. Mais tu sais, des fois, il faut perdre des privilèges pour que les autres puissent... c'est un peu les hommes qui doivent laisser les femmes prennent leur place. Bien, ils vont perdre certains privilèges, mais c'est pour en donner à d'autres, tu sais, donc... Oui. C'est très bien dit. Merci. Vraiment. Les gens peuvent aussi lire le livre Grosse joie. Oui! Qui est si beau. C'est bon pour déconstruire la grossophobie, ça. Julie, dernière question pour toi. Que tu t'es préparée. Si tu avais une femme inspirante à nous recommander comme invitée au balado, qui ce serait? Je pense que vous devriez vraiment inviter Vanessa Destinée. Vanessa, elle m'a dit de la relancer au mois de mai ou juin. On est là. Je suis vraiment d'accord. On met le timer puis on va lui dire, là, Julie, elle nous a dit qu'il fallait vraiment. Ah ouais. Mais parce que je trouve que c'est une femme hyper pertinente. Vraiment. T'es-tu beaucoup en contact avec elle? Oui, je peux y écrire. Tu peux-tu nous référer? C'était le meilleur épisode de ta vie. Je vais dire que j'ai dit que ça devrait être elle qui vienne, fait que qu'elle n'a pas le choix de venir. Non, mais je pense qu'elle est occupée. Là. Je vais respecter Oui, ses limites, oui, mais oui. je vais aller revoir parce qu'elle est sur notre liste. Faut que je la relance. Là. Oui, Mais c'est une c'est- très bonne Oui, suggestion. merci full. Merci. Où est-ce qu'on peut te suivre Oui. pour la suite des choses? Alors, on peut me suivre sur Instagram à Cœur d'Artachaud. On peut me suivre sur TikTok à Cœur d'Artachaud et on peut Lire ton livre. lire mon livre Grosse joie aux éditions de l'Homme qui est dans les librairies. Puis c'est pas mal là j'existe, oui. Ou sinon chez moi, mais venez pas. Mais moi, je suis C'est vrai. Hey, merci tellement de ton temps, de t'être Merci. déplacé. Je sais que t'es pas à porte non plus. Fait que merci d'avoir pris du temps de ton beau vendredi pour venir ici. Merci de m'avoir reçu. Vous allez donner 5 étoiles à cet épisode et le sharer à une personne grossophobe dans votre entourage. Ah oui, ouais, très de même. Moi, j'adore. Ouais, de même. Absolument. C'est bon, j'adore. Rien de plus, rien de moins. Mais sinon, on se revoit mercredi prochain, même heure, même poste, à 10h. Bye tout le monde. Bye. Merci, Julie. Merci.